Bonjour à tous et bienvenue dans la Loge des rencontres inspirées. Dans ce podcast, nous partirons à la rencontre de personnes profondément vivantes et inspirantes qui nous raconteront comment elles incarnent leur évolution personnelle voire spirituelle dans leur vie personnelle et dans leur profession. Je m'appelle Alexandra et j'ai le plaisir de partir aujourd'hui avec vous à la rencontre d'une femme qui est monitrice d'auto-école et qui est également accompagnatrice, notamment qui fait des accompagnements thérapeutiques et qui est animatrice de cercle. Salut Angélique. Salut. Alors Angélique, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours professionnel ? Oui, donc alors mon parcours professionnel est un peu tonitruant. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire parce que tout m'intéressait en fait. Je partais un peu dans tous les sens. Voilà. Je suis longtemps restée accrochée à des rêves d'enfant. À la base, je voulais être comédienne depuis toujours parce que j'ai fait du théâtre beaucoup quand j'étais jeune. Puis bon, voilà, ça s'est pas fait. Du coup, au lycée, je me suis rabattue sur la danse. Et après, donc, je suis partie en fac de danse à Nice. Et à cause d'une blessure, j'ai pas pu continuer. Donc, je pense que je suis un petit peu revenue sur terre aussi. Et donc après, pour des raisons, on va dire personnelles, j'ai dû travailler à partir de l'âge de 20 ans. J'ai commencé dans une mairie où j'ai travaillé pendant 5 ans et j'ai été sur plusieurs postes. Ça m'a amené beaucoup d'expérience. J'ai travaillé dans les écoles, j'ai fait de la garderie, de l'aide aux devoirs, j'ai fait du ménage. J'ai travaillé aussi à la bibliothèque que j'ai tenue pendant un an et demi. Et j'ai travaillé aussi sur un camping pendant tous les étés, pendant 4 ans. Donc du coup, beaucoup de contacts, humains. Voilà. Puis après, j'ai fait quelques petits boulots parce que, je trouvais pas de CDI, puis ça m'intéressait pas forcément non plus. J'ai un petit souci avec l'engagement, auprès d'un patron. Du coup, voilà, c'est assez compliqué. Et puis un jour, j'ai passé mon permis assez tard. J'avais 25 ans quand je l'ai passé et et puis en fait, ça m'a beaucoup plu. À l'époque, j'étais dans une période de chômage, donc mon moniteur, il m'a dit: «Mais si ça t'intéresse, il y a une formation, toi qui aimes bouger, qui aimes, voilà, le contact humain, tout ça». Du coup, je me suis penchée sur la question et après, je dis: «Ouais, pourquoi pas?» Donc j'ai tenté, puis donc j'ai été, diplômée en 2016. Voilà, donc ça fait 5 ans que je fais ça maintenant, mais c'est bientôt fini. J'arrête le mois prochain. Donc voilà. Pourquoi l'auto-école aussi? Parce qu'il y a une chose qui me tient à cœur depuis toujours, que j'ai fait aussi dans d'autres domaines, mais j'adore enseigner, j'adore transmettre, ça m'apprend aussi sur moi, du coup, j'adore adapter ma pédagogie, toujours essayer de se remettre en question pour, faire, progresser les autres, je trouve ça voilà, moi ça me plaît beaucoup. Donc voilà, en gros, mon petit parcours, pro qui va bientôt enfin qui est déjà en train de changer, mais qui va bientôt changer officiellement. Oui, c'est marrant parce qu'en fait, tu quittes un job dans lequel tu enseignes parce que tu aimes justement transmettre pour un autre métier de transmission, enfin une activité de transmission, plutôt une œuvre de transmission. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler justement un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui, donc comment tu accompagnes les personnes et notamment aussi ce que sont les cercles que tu organises? D'accord. Alors, en fait, j'ai créé l'entreprise, en 2020, là, en octobre. C'était pas du tout prévu, enfin, j'en avais envie depuis longtemps, mais je pense que j'avais pas de confiance et je savais pas du tout où j'allais. Donc, voilà, elle s'est créée et puis là, c'est en train de vraiment j'ai plein de réponses et du coup, comme je pratique plus, ben, voilà, ça avance. Ça m'a permis de voir aussi où est-ce que je voulais aller. Heu, alors pourquoi les cercles? Hem, Moi j'ai pratiqué, des cercles de parole, dans le chamanisme pendant, Mhm. quelques années et
et c'est quelque chose qui m'a vraiment aidée dans ma propre thérapie, c'est de faire les choses en collectif. En fait, la guérison, elle s'acte beaucoup plus rapidement et du coup, je voulais vraiment partager ça et créer quelque chose, j'avais beaucoup entendu parler de cercles de femmes, tout ça. Mmh. Je me suis posé la question au début, un cercle de femmes, mais je suis quelqu'un de très une énergie masculine assez importante et du coup, je me disais: «Non, mais je peux pas me réduire à juste, un côté, il faut que je fasse, voilà, il faut que je fasse tout». Donc voilà, Mmh. j'organise des cercles mixtes. En fait, je c'est des regroupements de parole, enfin sur des temps de parole où je travaille essentiellement sur, la partie yin et la partie yang de chaque personne, puisqu'on a on a les 2 énergies en nous et souvent, on a une énergie, une polarité qui est dominante. Soit on est trop yin, soit on est trop yang, dû à notre vécu, nos blessures, et c'est aussi quelque chose qui fluctue. Je reste pas tout le temps dans le yin ou trop dans le yang, voilà, ça fluctue selon ce qu'on vit Mmh. et du coup, les cercles, ils permettent, ben voilà, aujourd'hui, je me sens plus dans mon énergie masculine et est-ce que je le vis bien? Est-ce que je le vis mal? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour justement temporiser cette énergie et retrouver mon équilibre? Donc voilà un peu ce qui se passe dans les cercles. Après, j'adapte aussi, avec les synchronicités parce que du coup, un cercle, les gens viennent pas par hasard, le groupe qui se forme, c'est pas par hasard non plus et du coup, je fais des soins aussi, dans les cercles, des méditations, mais aussi des soins selon ce que les personnes ont besoin. Donc voilà pour les cercles et je suis en train de me poser la question si je vais pas faire des cercles rien que pour les hommes. Est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer ce qu'est un cercle de parole? Enfin, en quoi ça consiste pour ceux qui ne connaîtraient pas? Un cercle de parole, en fait, c'est, un moment où on peut venir, sans jugement, sans peur, et être dans un groupe qu'on ne connaît pas forcément et pouvoir, exprimer des choses qu'on ne peut pas exprimer forcément à ses proches, ou qu'on n'ose pas s'exprimer à soi aussi. Alors de par mon vécu, encore une fois, dans les cercles de parole en collectif que je faisais dans le chamanisme, hem c'est ce qui m'a aidée à guérir moi mes blessures en fait. C'est que je me suis rendu compte que j'avais un gros trauma, de quand j'étais petite et je n'osais pas forcément en parler, voilà, autour de moi, à mes proches ou quand j'en parlais, j'avais pas forcément, des retours, constructifs et Mmh. Mmh. le fait d'en avoir parlé en cercle, ça a fait écho chez toutes les personnes qui étaient autour de moi. C'est-à-dire qu'en fait, elles avaient tous plus ou moins soit vécu, elles-mêmes ou soit dans leur entourage et ça causait du coup, des dysfonctionnements relationnels et cetera Mmh. et du coup, c'est ce qui m'a vraiment guérie, en fait. C'est vraiment, de voir que j'étais pas seule et Mmh. de voir on est tous liés et on est tous là aussi pour s'aider les uns les autres, quoi. Et donc quelqu'un de lambda peut très bien venir en cercle, même s'il est pas forcément, connaisseur des énergies yin-yang. Encore une fois, c'est tout un apprentissage et il peut très bien venir pour parler d'une problématique, pour parler d'une blessure et voilà. Mmh mh. Et après le travail, il se fera tout seul. Mmh. En fait, l'idée, du cercle de parole, c'est vraiment, en fait, d'avoir un lieu d'écoute parce que, enfin, c'est on écoute profondément chaque personne sans forcément réfléchir à ce qu'on va répondre parce qu'on n'est pas censé lui répondre. En fait, on est simplement censé l'écouter et effectivement, ce qui est incroyable dans les cercles de parole, c'est que, heu, on va prendre la parole pendant un certain temps et puis coupe-moi si je me trompe, hein, Non, non, mais tu dis. dans les cercles de parole que j'ai pu faire, en fait, on prend la parole pendant un certain temps et puis, on sait pas nécessairement ce qu'on va dire, mais ça se dit. Ça sort en fait. Quand on prend la parole, ça sort. Ou alors ça sort pas, mais parce qu'on a besoin aussi de silence. Enfin, ça dépend complètement de chaque personne. Et en fait, il y a des choses, effectivement, comme tu disais, que les autres vont dire et auxquelles on ne pensait même pas. Mais simplement, rien que de les entendre dire certaines choses, on va se dire, ah mais ouais, en fait, ça résonne vachement en moi. Et ça fait ressortir des trucs en nous. On se dit, bah ça, je peux creuser et mieux comprendre, en fait, ce qui se passe en moi. Oui, en fait, oui, c'est très juste ce que tu dis et puis il y a un outil qui est le bâton de parole qui permet aussi que chacun ait son temps de parole sans être interrompu.
qu'il puisse aller vraiment au D'accord. bout Mmh. de tout ce qu'il a besoin de dire sur le moment. Parce que souvent, voilà, la communication aujourd'hui, au quotidien, on est éduqué, de manière à on répond pas pour construire un dialogue, on répond pour s'exprimer soi et du coup, là, vraiment, Mmh. le bâton de parole, il donne à chacun le temps dont il a besoin et si quelqu'un a envie de répondre à ça, après il demande la parole et on passe le bâton Mmh. et voilà. Effectivement, c'est voilà, c'est aussi, oui, comme tu dis, un lieu pour, être écouter et être à l'écoute des autres. Mmh. Mais, ce qui est là où j'attache vraiment, le plus d'importance, c'est qu'il y a un accompagnement thérapeutique de ma part. C'est-à-dire que si je ressens Oui, vraiment qu'il y oui. a Mmh, quelque mmh mh. chose, je vais pas laisser, l'énergie, stagner comme ça et que ça reste juste un regroupement. Pour moi, il faut qu'il y ait de l'action, il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Après la personne, si elle ne veut pas, je respecte son choix et si elle est pas prête, OK. Mais, c'est pas juste des cercles de parole, en fait, c'est aussi des cercles, où on guérit beaucoup, ouais. Oui. Mmh. Oui, mais en plus, le fait d'être écouté parce que tu disais que justement on est dans une société où on n'est pas éduqué à écouter nécessairement, mais plutôt à s'exprimer. Et c'est vrai que, même quand quelqu'un nous raconte quelque chose, par exemple, bah, quelque chose qu'il a envie de libérer, comme dans un cercle de parole par exemple, on se dit direct: «Mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire pour pouvoir l'aider?» ou lui «Qu'est-ce que je vais pouvoir lui conseiller?» ou alors que là, c'est pas du tout le but et c'est tout aussi thérapeutique. Et alors, en plus, si tu rajoutes des soins thérapeutiques derrière, je n'imagine même pas la thérapie qu'il peut y avoir derrière tes cercles. Oui, Mais c'est vrai que rien que ça, rien que le fait d'être écouté simplement, on n'a pas besoin de conseils, on n'a pas besoin qu'on nous apporte une solution. Simplement, rien que d'être écouté, déjà ça, c'est hyper thérapeutique. tout à fait et puis, je fais en sorte vraiment que chaque personne qui vient dans le cercle, j'ai un contact avant avec cette personne, parce que je ne veux pas la laisser venir Mhm, à mhm, l'aveugle. mhm. Mais, après je fais vraiment en sorte déjà le lieu dans la yourte, il est vraiment, adéquat à ça puisque ça reste un cercle aussi, donc on est encore en plus accompagné. Et j'essaie vraiment de faire en sorte que chaque personne qui rentre ne soit pas trop dans son mental, mais plutôt avec son cœur. Et quand Mhm, mhm. quelqu'un, s'exprime trop avec son mental, avec bienveillance, je vais lui dire: «Attention, là, tu es en train de voilà, là, tu es en train de dire des choses qui relèvent de tes blessures» et du coup, je l'invite à plus ouvrir son cœur. Mais en tout cas, c'est voilà, le dialogue est constructif parce que c'est pas banal ce qui se passe. C'est dans les Mhm, cercles. mhm. C'est comme tu dis, en plus des soins, effectivement, on vit des choses vraiment, enfin, le dernier que j'ai fait était était costaud, mais c'était magique. C'était magique. Et alors, comment tu reconnais, c'est super intéressant, comment tu reconnais quand quelqu'un parle avec son mental ou quelqu'un parle avec son cœur? Comment tu pourrais l'expliquer, l'exprimer? Moi, je le ressens dans le débit de parole. Ah Souvent ouais? la personne parle très vite, comme si elle avait une masse d'informations à sortir d'un coup et en fait, c'est son mental qui est en train de turbiner et ça part très loin. Des fois, on est hors sujet. Du coup, j'essaie de vraiment recentrer et à ce moment-là, en principe, l'énergie, elle est contagieuse, donc du coup, ça se répercute sur les autres et c'est pas grave parce que du coup, après, ça révèle des choses chez chacun et c'est à ce Mhm. moment-là que j'intègre la méditation pour justement qu'ils apprennent à se recentrer et là, les choses, elles sortent. D'accord. Parce que pour toi, en fait, c'est important que les gens ne parlent pas avec le mental dans un cercle. C'est non, comment dire? Ce qui est important, c'est qu'ils arrivent à dissocier, heu, qui c'est qui D'accord, parle. ok. Voilà, qu'ils arrivent à Mhm. prendre conscience, voilà, prendre du détachement et au quotidien, c'est aussi très intéressant de faire cet exercice, de se dire, «Telle pensée que j'ai, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est mon mental qui est dans la peur ou est-ce que c'est moi?» Voilà. Et Hmm. du coup, j'amène enfin, mon but, c'est d'amener les gens vers l'autonomie aussi dans la guérison, hein. Oui. En fait, tu leur apprends au sein de ce cercle un peu à comment dire, à faire la différence justement entre ce qui vient du mental et ce qui vient du cœur pour qu'ils puissent l'utiliser après dans leur Tout vie à en fait. général. Bah, Ok, super c'est intéressant. c'est ce que je veux, c'est transmettre avec mon expérience, transmettre,
que moi, je me suis auto-guérie, donc tout le monde peut le faire, en fait. On a tous les capacités et voilà, il faut juste, donner les outils. D'accord. Et tu as fait une formation pour ça? Parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Est-ce que tu as fait une formation? Et est-ce que, voilà, tu pourrais nous dire, parce que justement, tu dis que tu t'es auto-guéri. Et je pense que c'est très important aussi, au-delà du fait de dire il faut une formation, il faut quelque chose. Je pense que c'est très important aussi de dire qu'on peut travailler soi-même avec soi-même. Et voilà, c'est pour ça que je te pose cette question. Oui, alors après c'est mon cheminement, personnel et spirituel, hein. Mhm, mhm. Voilà, moi j'ai eu, alors j'ai pas eu de formation. Voilà, clairement je suis pas formée. Est-ce qu'il faut le débat d'aujourd'hui, est-ce qu'il faut une formation pour faire ça? Moi j'ai envie de dire non, mais bon après, chacun pense il a droit de penser ce qu'il veut. Au final, on a tous quelque chose en nous pour aider les autres et pour s'aider soi. Heu, Moi, depuis toujours, c'est présent en moi, cette envie de transmettre, mais j'avais besoin d'apprendre avant. Voilà. J'ai eu une enfance et une adolescence assez compliquées, avec beaucoup de blessures, beaucoup de traumas. Mais, je suis quelqu'un qui cherche, toujours à me remettre en question et un mental très fort, très présent justement, c'est pour ça que j'en parle, qui cherche toujours à comprendre les choses, sans trop partir dans l'analyse et l'interprétation, mais, toujours besoin de comprendre. Et en fait, il y a 10 ans, j'ai commencé à me tourner vers les thérapies alternatives parce qu'à l'époque, voilà, j'étais dans une phase très très dark, hein. J'étais sous anxiolytiques, antidépresseurs et compagnie, dans l'autodestruction totale, Mhm. heu et je me suis vue toucher, le fond, mais enfin, voilà, c'était plus possible et j'ai rencontré un énergéticien par l'intermédiaire de mon père, qui lui, il a tout de suite trouvé, appuyé sur, la blessure originelle et j'ai dit: «Mais comment il sait ça?» Il y a des choses qui se sont passées et donc par la suite, je me suis intéressée à l'énergétique, la loi de l'attraction, comment fonctionne l'univers, la pensée positive et j'ai direct vu les effets, en fait, c'était rapide. J'ai commencé par le carnet de gratitude. J'ai aussi transformé mes pensées, négatives, je les reformulais, tout de suite, je faisais des phrases affirmatives et rien que ça, en fait, ça a commencé à changer ma vie. Donc effectivement, je me dis: «Pourquoi, aller vouloir chercher forcément des formations alors qu'on a en nous ce potentiel Mm, d'auto-guérison?» mm, mm. Après, il faut aussi respecter le chemin de vie de chacun, il faut que chacun soit prêt aussi à changer. Heu, donc voilà. Mais tu vois, j'aimerais bien rebondir sur quelque chose que tu as dit. Tu parlais du fait que tu avais transformé toutes tes phrases négatives en phrases positives. Oui. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'effectivement, notre perception des choses fait qu'on peut créer une réalité tout à fait différente. Mmh. En fait, c'est pas simplement, je pense, que tu transmutes tes phrases. C'est pas simplement ah non, je l'ai dit en négatif, je vais le dire en positif parce que toute ma vie elle va changer. C'est pas ça. C'est ça. C'est au contraire, c'est euh, le voir de façon plus positive et changer ce qu'on voit de négatif en mais oui, mais qu'est-ce que ça m'a apporté de positif. Et du coup, c'est changer vraiment son regard, c'est pas simplement changer une phrase, c'est surtout changer son regard sur les choses, qui fait que du coup, si on change notre regard, on change notre filtre, et si on change notre filtre, du coup, on change notre réalité. Oui et c'est pour ça que j'ai commencé d'abord par le carnet de gratitude pour me focaliser sur les choses positives que je vivais au quotidien et Mm. du coup en changeant ma perception des choses, après je me suis dit: «Il faut aussi changer, ma façon de parler, ma façon de me parler à moi». Et Exactement, du ouais. coup, c'est comme ça que j'ai pris conscience, parce qu'avant j'en avais pas conscience du tout, quand j'étais une grosse râleuse, par exemple, et qu'en fait, il y a un moment donné, râler c'est bien, mais ça n'apporte pas que du bon. Et donc, c'est comme ça que j'ai pris conscience que: «Ah tiens, qu'est-ce que je viens de me dire ou qu'est-ce que je viens de penser? Bon, ben est-ce que je peux essayer de le reformuler?» Après, je suis aussi allée, voilà, sur YouTube, il y a il y a des vidéos de phrases affirmatives à se répéter au quotidien, mais c'est alors ça peut paraître bourrage de crâne, mais en fait ça modifie, tout.
à l'intérieur de nous, toutes nos cellules, le Mmh. fait de parler positivement, c'est une vibration, du coup, ça refait tout notre intérieur. Évidemment, ça se fait pas en 5 minutes parce qu'il faut aussi un truc, il faut la foi, il faut y croire, et ça, c'est un long chemin, mais j'ai quand même vu des effets assez rapides, et ça, j'en Mmh. démords pas. Oui, mais en plus, rien que quand, par exemple, peut-être que ce que tu te disais de négatif sur toi, tu l'as transformé en des choses positives aussi, j'imagine. Tout à fait, oui, bien sûr. Alors ça a été le plus dur. Ça a été le plus dur de voilà, ça a été le plus dur, hein, de se dire qu'on est une belle personne, qu'on peut y arriver, qu'on mérite d'y arriver, ça a été très, très dur, mais voilà, c'est un long chemin, et on apprend, on apprend. J'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas commencé par ça. Mmh. Mais en fait, c'est hyper important de faire attention à ce qu'on se raconte. Et je suis en train justement de faire une vidéo là sur ça. Faire attention à ce qu'on se raconte parce qu'en fait, euh, les toutes petites choses qu'on se dit, genre ah, je passe devant un miroir mais je suis trop moche. Ah, mais je sais pas moi, des trucs. Même oh, mais je suis débile. Mais c'est des trucs comme Exactement. ça, mais on dirait pas ça en fait à notre ami, on dirait pas ça à un C'est proche qu'on exactement aime. ça, ouais. Et en fait, quand on se rend compte de ça, quand on se rend compte à quel point parfois on est dur avec nous-mêmes, mais on se dit, mais en fait, comment on peut avoir de l'estime pour nous si on est tout le temps en train de se rabaisser? Mais on s'en rend même plus compte. Non, mais c'est exactement ça, c'est se parler à soi comme on parle à un ami. Quand on a un ami qui est en pleine dépression et qui dit: «Je suis qu'une merde, je sers à rien et tout», on est là: «Mais non, c'est pas vrai!» Mais sauf que nous, quand on se le dit, on n'est pas là en disant: «Mais non, c'est pas vrai!» En fait, voilà, c'est exactement ça, c'est se Mm, comporter avec soi comme on se comporterait avec quelqu'un qu'on aime très fort. Mais l'amour de soi, mm. c'est beaucoup plus compliqué que qu'il n'y paraît. Oui, mais après, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est petit pas par petit pas. Déjà commencer à voir, par exemple, bah là je me dis, ah je suis débile, ah bah non, en fait, je suis pas débile. J'arrête de me dire ça c'est Mmh. nul, je suis pas débile. Après, commencer aussi à se dire des choses positives, par exemple, bah oh ça c'est bien ce que t'as fait. Vraiment, essayer de se dire, bon bah ça, je suis fière de ce que j'ai fait. Mmh. Regarder par exemple notre parcours et se dire, non mais ça, c'est génial, en fait, il faut que je le voie, ce parcours-là, il est Mmh. incroyable. J'y suis arrivée, quoi. Plein de petits trucs comme ça, où du coup, ça va... comme on essaierait de remonter le moral à un ami, mais Mmh. à soi. C'est ça. Et du coup, ça fait augmenter l'estime de soi, nécessairement. Exactement. Après, il y a des personnes pour qui c'est pour ça qu'il faut commencer petit par petit, Mm, mm, parce qu'il y a des personnes qui sont tellement chargées, négativement de par leurs blessures et cetera, que le fait de changer du tout au tout, ça peut être très violent pour eux. Parce que du coup, mm, l'esprit ne comprend pas, le mental ne comprend pas, et ça peut être très violent. Donc après, il faut aussi laisser le choix à chacun. Comme on mhm, dit, on mhm. sème des graines et ça pousse, c'est bien, ça pousse pas, ben, c'est pas notre affaire, c'est chacun son chemin aussi, quoi. Oui. Voilà. Mm. Et après, est-ce que tu penses pas aussi que, par exemple, quand on a l'habitude, depuis enfin, je sais pas, qu'on est jeune, ou quand on a, pendant plusieurs années, on s'est auto-flagellé un peu, enfin, que voilà, on se raconte des choses assez sombres sur nous-mêmes, est-ce que tu penses pas que du coup, ça nous crée une sorte d'identité? On s'imagine étant dans cette identité-là, et du coup, de s'en sortir, en fait, on a l'impression de perdre cette identité. Oui, alors ça, c'est c'est un gros sujet, oui, oui, exactement, et on revient à l'ego, en fait. Heu, le corps de souffrance, en fait, c'est l'identification à ses blessures, à du Mhm, coup, ces fonctionnements qu'on a mis en place, sa mhm, carapace et cetera pour se protéger. Et effectivement, on a souvent l'impression d'être schizo quand on commence un travail de changement, personnel, parce tellement. que du coup, voilà, du coup, on est complètement perdu parce qu'on ne sait plus qui on est, Mm, surtout quand c'est vraiment, sur le temps où on s'est longtemps identifié et qu'on a longtemps cru qu'on était, telle personne et qu'au final non. Et du coup, c'est là où il faut faire attention parce que ça peut faire un électrochoc, et qu'il faut vraiment y aller en douceur et être très, très bienveillant envers soi. Parce que le mm. corps, il peut réagir de manière, je l'ai vécu, il peut réagir de manière très, très violente. Mhm. Oui, c'est pour ça aussi, je pense que quand on a quelqu'un en face de nous qui n'est pas réceptif à ce qu'on lui dit,
pas essayer de forcer parce que, enfin, parfois on a envie de dire mais aime-toi, mon Dieu, mais c'est Ouais. pas possible, il faut que tu t'aimes. Mais en fait, il y a enfin, si c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, si la personne elle voit son identité comme ça, en fait, vouloir la sortir d'un coup de ça, ça peut être hyper perturbant. Alors, il faut faire attention parce que là, du coup, on pose une intention à la place de l'autre. On n'est pas des Mm. sauveurs, voilà. Et même si effectivement, on a plein d'amour pour les autres, encore une fois, ils ont le choix. Je pense que la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est déjà nous, prendre soin de nous et en prenant soin de nous, on va dégager une nouvelle énergie qui va rayonner autour de nous et les gens, ils vont la capter et ils vont se dire: «Tiens, si je faisais pareil». Mais Mm, si mm, on mm. arrive, qu'on on rentre dans leur champ: «Eh, aide-toi!» et on les secoue, non, ça peut pas marcher, quoi. On a essayé de faire ça avec moi, ça n'a clairement pas marché. Voilà. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce que ça a changé dans tes relations, le fait de te découvrir, du coup, d'apprendre à t'aimer, à te connaître et la spiritualité en général, ton développement? Clairement, ça a tout changé. Alors déjà, ma relation avec moi-même, ça m'a permis de m'accepter telle que je suis, d'arrêter de Mm. mettre la pression, voilà, je suis pas assez bien, voilà. M'accepter telle que je suis, me reconnaître aussi comme, voilà, Angélique aujourd'hui qui est telle que je suis. De m'aimer aussi, hein, parce que bon, Mm. c'était un peu plus long, mais hem, ça m'a permis alors pendant longtemps, j'ai longtemps lutté, contre mon obscurité. C'était un vrai combat parce qu'elle me faisait souffrir, jusqu'au jour où vraiment je suis allée la rencontrer, profondément. Ça m'a mis vraiment quelque chose en face, de très, Mm. très dark, mais en même temps, c'était salvateur. Parce que je l'ai écoutée, je l'ai reconnue vraiment comme une partie entière de moi, alors qu'en fait, je voulais qu'elle parte de moi, mais en fait, c'était pas possible puisque, comme je disais Mm. tout à l'heure, on est yin-yang, mais on est aussi, ombre et lumière à l'intérieur de nous et l'un ne peut pas vivre sans l'autre, en fait, c'est ça l'équilibre et du coup, en l'acceptant et en la reconnaissant et en lui apportant de l'amour, voilà, en écoutant aussi ce qu'elle avait à me dire, c'est comme ça que j'ai guéri et maintenant je m'en sers toujours pour avancer, parce que c'est ma force. Mm. Depuis bon, moi j'ai un long chemin derrière moi, j'ai guéri mes blessures, j'ai nettoyé mes lignées familiales aussi. Et je vis tout ça en conscience, donc il y a beaucoup moins de souffrance. Après, ça veut pas dire que j'ai plus de problèmes et que je suis pas du tout Bouddha, mais c'est je vis les Mm. choses en conscience, donc dès qu'il y a un blocage, dès qu'il y a un problème, ben, je vais aller, hop, faire un tour à l'intérieur. Bon, qu'est-ce qui va pas? Et puis, si j'ai envie de travailler dessus, j'y vais. Si j'ai pas envie, bah, je le mets de côté, puis on verra plus tard, quoi. Sur le moment, je peux pas non plus être toujours au taquet, quoi, sur la remise en question. Mm. Mm. Hem ça a changé aussi le fait que, bah, du coup, j'ai un peu plus ouvert mon cœur. Du coup, j'ai plus peur de donner de l'amour et d'en recevoir, même si c'est pas toujours évident. Heu, c'est moins douloureux pour moi, tout ça et du coup, dans ma relation avec les autres, ça change tout aussi. Parce qu'avant, j'étais quelqu'un de très, renfermé, sur la défensive, alors avant, c'était il y a 10 ans, mais bon, heu, on pouvait pas trop m'approcher, quoi. Et aujourd'hui, je suis toujours une grande solitaire parce que voilà, j'en ai besoin, mais Mm. du coup, je me suis sortie aussi de toutes mes relations toxiques puisqu'avant, comme j'étais, hyper négative, beh, j'avais forcément que des relations négatives et donc c'était un cercle vicieux et aujourd'hui, j'attire à moi des personnes qui sont bienveillantes, qui sont ouvertes d'esprit, avec qui j'ai des relations sincères et profondes donc c'est bénéfique et donc voilà. Voilà ce que ça a changé. Et ce qui est super beau, c'est que tu dis que en fait tu as réussi à t'aimer et donc du coup à ouvrir ton cœur et aussi à accepter l'amour des autres. Oui, ça a été le plus dur parce que, je crois que je suis née avec un cœur qui pèse très lourd et du coup, j'avais cette innocence, comme un enfant en fait. J'ai longtemps grandi, comme une enfant à vouloir, bah, voilà, comme tu disais tout à l'heure, à vouloir faire des câlins à tout le monde, à vouloir, «Ah viens»,
Mais en fait, non, j'ai compris que tout le monde n'est pas apte à recevoir et je l'ai compris parce que moi-même, je voulais pas le recevoir. J'étais dans le don, mais Mmh. je n'étais pas dans la réception. Et du coup, en travaillant sur le fait que, bah ouais, j'ai le droit, comme tout le monde, d'être aimée et c'est pas un tort et je le cherche pas. Voilà, je vais pas le chercher, je vais pas dire je suis pas là, aimez-moi, aimez-moi. Mais voilà, si quelqu'un me tend la main, si voilà, maintenant j'ai appris à dire oui quand on me propose de l'aide, quand on me propose n'importe quel geste, action bienveillante, j'ai appris à dire oui. Et donc du coup, tu travailles aujourd'hui avec, donc des élèves à l'auto-école. Est-ce que, ça t'aide justement dans ta transmission, dans ton métier, le fait d'avoir eu cette évolution, personnelle? Ah oui. Oui, complètement, mais c'est un peu trop envahissant pour eux. Du coup, Ah! Oups! ouais, c'est pour ça que j'arrête parce que il faut faire un choix à un moment donné. Heu, donc oui, monitrice auto-école, bah, effectivement, alors, heu j'ai pas fait ce métier pour rien parce qu'au final, qu'est-ce qu'on fait en tant que monitrice? Beh, on guide. On guide les autres: «Tiens, va à droite, tiens, va à gauche. Attention, freine, tu vas trop vite» et tiens, j'ai dit: «Bon, bah, j'ai fait un rapport». J'ai dit: «Ouais, bon, d'accord, je sais, c'était mon chemin de vie, quoi. Si je passais par là pour prendre conscience de ce qu'il fallait faire après». Hem, oui, ce regard que j'ai eu sur moi, du coup et cette compréhension de moi-même, du coup, ça me permet aussi de comprendre les autres. Je suis quelqu'un de très compréhensif, je pardonne beaucoup de choses, voilà, et c'est des fois, je passe pour une alien, mais parce qu'en fait, j'ai tellement vécu de choses négatives, j'ai tellement été au fond et que du coup, j'ai vraiment de la compassion pour les autres et du coup, c'est plus facile pour moi, voilà, de les accompagner. Heu, Ce métier-là, monitrice auto-école, il demande beaucoup de patience, surtout aujourd'hui, parce qu'on me dit: «Ouais, mais monitrice auto-école, ça va, tu es dans la voiture, tu te promènes». Alors ça, les gars, c'était il y a 20-30 ans, je veux bien, mais aujourd'hui, c'est plus la même parce que déjà, ben, vu le nombre de voitures sur la route, on peut plus faire ce qu'on veut, quoi et c'est ça que les gens comprennent pas. Moi, quand j'ai les parents d'élèves à l'arrière qui me disent: «Ah ouais, mais quand même, on se rend compte qu'il y a vachement de monde sur la route». Bah oui, chez vous, quand vous avez passé votre permis, voilà, c'était pas pareil. Les inspecteurs étaient pas aussi exigeants. Le permis, on leur demande vraiment, une exigence, enfin, c'est terrible pour eux, quoi et pour quelqu'un qui a pas confiance en lui ou qui est stressé ou peu importe, c'est très, très, très compliqué. Du coup, mon chemin personnel, il m'a amené à beaucoup plus de tolérance, du coup, beaucoup plus de patience, que chacun fait avec ce qu'il peut, voilà. Hem Ensuite, ça m'a appris que aussi que tout le monde n'est pas prêt à changer et souvent dans ma volonté de bien faire, ben, ça s'est pas toujours bien fini en leçon. C'est-à-dire que je peux avoir un élève où je ressens parce que je suis très hypersensible et réceptive, c'est fou. Donc je ressens tout, je ressens même s'il parle pas, même s'il dit rien, je ressens le stress, je ressens tout, quoi Mmh et mh. Mmh. hem et en fait, dans ces moments-là alors ça m'est arrivé plusieurs fois, avec plusieurs élèves d'âges différents, de stopper la voiture et de dire: «Bon, mais qu'est-ce qui va pas?» Et là, les larmes, elles sortent et ils sont pas forcément, alors il y en a qui se sont confiés, par exemple, ils sont en pleine rupture amoureuse ou ils ont la pression parce qu'ils ont pas assez d'argent pour passer leur permis et que du coup, ils y arrivent pas et du coup, ils angoissent parce que ça va leur coûter cher et cetera. Enfin, ça peut partir dans plein de schémas et donc les larmes, elles coulent et puis, bah, après je dis: «Allez hop, tu respires un bon coup» et bizarrement la leçon, elle se termine bien parce que du coup, on a relâché la pression et ça va mieux. Mais ça m'est Mmh aussi mh. Mmh. arrivé, alors avec des gens plus âgés, où la personne, elle s'est, braquée alors qu'en fait j'étais hyper bienveillante et que je voulais juste qu'on relâche la pression pour progresser et en fait la personne s'est braquée et est sortie de la voiture en fin de leçon et a été au bureau en disant: «Je ne veux plus conduire avec Angélique» et sur le coup, j'étais blessée parce que comme tu dis, je t'apporte juste un peu d'amour, un peu d'aide et tu te fermes et après, avec le recul, donc grâce à mon cheminement aussi, j'ai compris que voilà, il y a des gens qui sont pas prêts et il y en a pour qui c'est violent, juste de voir que quelqu'un veut les aider parce qu'ils ont tellement pas, grandi comme ça, qu'ils se débrouillent tout seuls, j'en sais rien, peu importe leur vécu
Heu et du coup, c'est là où je me suis dit: «Bon, pourquoi est-ce qu'on t'emploie? Pour donner des leçons de conduite. Oui, il faut un peu de psychologie, oui, il faut un peu d'humour aussi de temps en temps, mais en fait, il y a un moment, il a fallu que je fasse un choix et parce que j'étais trop dans la psychologie, j'étais trop dans la volonté qu'ils réussissent, qui pour eux, Mmh pas mh. pour moi parce que moi je m'en fiche, mais parce que ça coûte vraiment cher aussi un permis aujourd'hui, parce que tout le monde en a besoin pour trouver du travail, parce que c'est souvent ce qui ressort aussi quand les gens viennent passer le permis. Maintenant, c'est une nécessité, c'est même plus, une envie, c'est une nécessité et il y a toujours ce côté financier derrière ou la pression des parents, enfin peu importe et du coup, je me suis dit: «Bah, là, il faut que tu fasses un choix» et donc là, j'ai décidé d'arrêter ce métier, de me consacrer vraiment à ce que j'ai envie de faire, donc la psychologie, pour ceux bien sûr qui voudront. Et aujourd'hui, est-ce que tu arrives à faire un peu mieux la différence entre, ceux qui sont prêts à entendre et ceux qui ne le sont pas? Alors de premier abord, non. Il y a toujours une première discussion, heu, mais du coup, oui, je pense qu'au bout de la 1re discussion, je sais s'ils sont ouverts ou pas et du coup, Mmh. mais maintenant je ne donne plus, je ne donne plus autant qu'avant. Tu attends qu'ils viennent pour, enfin, s'ils viennent, ça veut dire que pour toi, bon, ils sont ouverts et que Oui, alors ça arrive que ça soit eux qui disent, «Oh, je rentre dans la voiture, mais là je suis pas bien», j'en ai eu un la semaine dernière qui a perdu son papa, du coup je lui dis: «Écoute, c'est pas grave, on va faire de la ligne droite. Si tu as pas envie de conduire, c'est pas grave, voilà», bon, il a conduit un petit peu et puis, ça s'est bien passé. mmh Hem, mais sinon, disons qu'avant, j'étais plus aussi dans l'entretien, de la victime. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui viennent pour se plaindre parce qu'ils ont trouvé une bonne oreille qui les écoute Mmh. et moi qui suis un petit peu naïve, ben, il y a eu des leçons, ça s'est transformé vraiment, c'était des séances de psychologie et on conduisait pas en fait et il y a un moment, stop quoi, tu payes pour venir, pour, conduire et du coup, je peux pas être autre chose en fait et c'est là où je me suis dit: «Bon allez, on va arrêter là, on va arrêter de discuter et tant pis, hein, voilà». Mais il y en a qui viennent parce qu'ils ont besoin aussi de contact humain. Mmh. Ouais, mais finalement, c'est dommage, en fait, qu'on puisse pas, allier les 2 parce que, pourquoi est-ce qu'on serait obligé justement de séparer les 2? Alors, je le comprends dans le sens où, bah, ils payent pour, avoir une heure de conduite, donc c'est de la conduite, enfin, mais je trouve ça dommage, en fait, que finalement, dans l'exercice d'un métier ou enfin, on puisse pas vraiment allier les 2. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'humain, il est un peu, mis de côté et c'est je trouve ça un petit peu dommage, ouais. C'est bien pour ça que j'arrête, que je veux plus travailler Mmh. pour un patron et que voilà, moi ça me convient plus. Dans mon idéal de vie, effectivement, heu, ça entre en compte, c'est ce côté psychologique d'accompagner les gens, de pour les faire progresser. Moi, quand j'ai passé mon permis, j'ai galéré, et je le dis à mes élèves, ils rigolent, hein. Je leur dis que j'ai 50 heures de conduite, que je l'ai eu du premier coup, mais avec 50 heures. Parce que voilà, c'était l'époque où j'étais sous anxiolytiques, ça allait pas du tout et que ça me faisait du bien de venir en leçon de conduite, même si je galérais parce que du coup, ben, ça me sortait un peu de voilà, Mmh mh. de mon enfer. Ça me donnait un objectif, heu et puis, beh, voilà, j'ai pas forcément eu, la personne, pour m'accompagner vraiment bien, voilà, dans ma personnalité à moi. Pour ça, peut-être que j'ai galéré aussi et du coup, je me suis dit: «OK, je vais faire ce métier, mais justement, je veux pas être comme, ce qu'on m'a montré, je veux être moi» et parce que j'ai compris que quand j'ai passé le permis, beh, c'était la liberté aussi, que ça m'a ouvert des portes alors qu'avant j'étais fermée à ça. J'avais mon boulot à 5 minutes de chez moi, mais pourquoi passer le permis, en fait? Bah, pour plein de choses, c'est pour plein de choses. Et du coup, effectivement, le côté humain, mais même en tant que salarié, je le ressens pas du tout, en fait. C'est et encore plus aujourd'hui avec la crise là, c'est rentabilité, rentabilité, rentabilité. Il faut faire des sous, il faut rattraper, et puis non, moi ça me convient plus, quoi. Ça me convient plus. Mmh. Et alors on se rapproche un petit peu de la fin de cet épisode. Est-ce que tu aurais une dernière chose à dire à ceux qui nous écoutent? Dernière chose, bon, pas vraiment. C'est juste que du coup, se dire que rien n'est perdu et que
le choix, il peut se faire à n'importe quel âge de vouloir changer sa vie, de vouloir guérir, tant que l'intention, elle est là et que, on a tous quelque chose en nous et que si on le demande, on va rencontrer les personnes sur notre route qui vont, faire en sorte de nous aider, nous accompagner. Mais on a tous quelque chose en nous pour, voilà, pour guérir et donc juste ce que moi je veux faire, c'est juste transmettre mon expérience pour, voilà, pour guider les autres. Merci beaucoup. De rien. Alors, si on veut te retrouver, on peut te retrouver sur la page Facebook La Ronde des Anges. Mmh. C'est ça. Tu as une page Instagram? Non, Non? Bon, non, bah, du coup, on peut te retrouver sur la page Facebook La Ronde c'est des ça. Anges. Bah, je vais te dire à très bientôt et merci beaucoup d'avoir témoigné sur ce podcast. Merci Alexandra, à bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cette rencontre vous a inspiré autant qu'elle m'a inspiré. Si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur Instagram en tapant LLDRI-du-bas podcast ou sur la page Facebook La Loge des Rencontres Inspirées. Et vraiment, n'hésitez pas à me contacter, me faire vos retours. Je me ferai un réel plaisir de vous lire. Si vous souhaitez aider ce podcast à évoluer, vous pouvez également aller le noter sur iTunes. Et en attendant de nouvelles rencontres, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.